Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce qui est déjà le 6e épisode de l'heure de fourche. Bonjour Marie. Bonjour Arnaud. Alors Marie, avec toi, Gérald et vos invités, nous allons aborder un sujet qui prend de plus en plus de place dans les apprentissages, la formation numérique. Dans cet épisode, nous allons décortiquer les référentiels, les programmes et les compétences développées dans cette branche particulière de la FMTTN pour formation manuelle, technique, technologique et numérique, mise en place dans le cadre du tronc commun. Alors sans plus attendre, Marie, je te propose de rentrer dans le vif du sujet et de nous présenter ton invité. Eh bien, aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter notre invité Marc-André, conseiller technopédagogique pour la direction de l'enseignement fondamental au CEGEC, qui a joué un rôle crucial dans l'élaboration du référentiel interréseau pour la formation numérique. Alors aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce sujet passionnant et très important. Bonjour Marc, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie. Alors, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la formation numérique et pourquoi elle est si importante ? Alors d'abord, c'est une nouveauté, une grande nouveauté. Enfin, j'ai envie de dire, elle arrive parce que jusque maintenant, dans les référentiels, le mot numérique n'apparaissait pas. C'est assez fou. On est en 2023. Mais oui, donc, tout à fait. Et donc enfin, on y est. Ça y est, avec cette formation au numérique où les enfants... Parce que jusque maintenant, en fait, l'idée, c'est que on a l'impression que les jeunes connaissent bien le numérique et beaucoup disent ils l'utilisent au quotidien, donc pourquoi venir avec un cours dedans, oui. Mais c'est pas parce qu'on l'utilise bien et qu'on a un regard réflexif dessus. Et donc l'école, c'est ce qu'elle va apporter en fait. C'est ce regard réflexif, ce regard critique sur les médias numériques. Ben écoute, c'est vraiment sympa. Alors, il me semble que la formation numérique vise à développer la pensée critique et les compétences de discernement, plutôt que de se concentrer exclusivement sur les outils numériques. Mais comment les enseignants sont-ils préparés à dispenser cette nouvelle formation finalement ? Ouais, c'est une bonne question parce qu'en plus, ça fait peur, forcément pour beaucoup d'enseignants, puisque c'est nouveau, donc ça fait peur. On a l'impression que, comme je le disais, les jeunes en connaissent beaucoup et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter ? Et donc, il est important de justement pouvoir déjà démystifier un peu ce que sera le numérique. Et là, pour ça, il y a pas mal de formations qui sont mises en place. Alors, par l'IFEC, tout d'abord, avec des formations spécifiques à besoins personnalisées principalement, donc c'est les anciennes formations modulaires, oui, ça vient de changer de nom. Donc là, il y a des formations qui sont organisées un peu partout, et puis il y a aussi des formations spécifiques pour les référents numériques des écoles où on les accompagne et on leur donne des pistes aussi donc pour ce programme. Et enfin, il y a sur le site de la salle des profs un parcours apprenant où les enseignants peuvent faire du sens sur différents termes qui sont dans le programme, et puis où il y a des fiches d'activité toutes prêtes qui sont c'est proposées. Pas mal, ça. Oui, ouais. Parce que c'est vrai que voilà, on est démunis au début pour beaucoup, parce que je dis, on n'a jamais donné cette activité, donc il y a des pistes concrètes qui sont là sur le site de la salle des profs. Le site c'est salle-des-profs.be. De toute façon, on mettra le lien en description de l'épisode, comme ça ce sera aussi beaucoup plus facile à retrouver. Donc, si je comprends bien, c'est une approche qui est réaliste et centrée sur l'apprenant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la mise en œuvre de la formation numérique et comment elle est intégrée au programme scolaire ? Alors elle a débuté cette année-ci en fait, la formation numérique. Elle ne commence qu'en 3e primaire. Donc avant ça, on peut utiliser le numérique évidemment, mais il n'y a pas cette approche de vraiment formation au numérique, réflexion sur le numérique. Ça n'empêche pas qu'on peut le faire avant, mais j'ai bien dit, à partir de P3, il y a des vrais attendus. P3, P4, donc on est dedans depuis cette année. Ce sera progressif. La P5, ce sera pour l'année prochaine et ainsi de suite. Et donc, en fait, c'est une discipline à part entière. Enfin, non, c'est un volet d'une discipline. Le volet de la discipline formation manuelle technique, technologique et numérique. Et donc, il y a, donc puisque c'est dans le cadre d'une discipline, il y a forcément des compétences, des savoirs et des savoir-faire spécifiques avec des attendus à apprendre
apprendre aux élèves. Et puis, juste pour terminer, dans l'idée de l'intégration dans les programmes scolaires, parce que c'était ta question, il y a aussi au niveau du numérique, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a l'accent sur la création de contenu qui traverse l'ensemble des années. On va amener les élèves à produire. Et ça veut dire en fait que dans les productions, on va aussi pouvoir faire des liens avec d'autres disciplines. Et donc, voilà, si on est dans la production d'une présentation, ce sera le cas pour la 6e primaire, pour appuyer un discours, forcément, on va travailler le français en même temps, par exemple. Ah oui. Ah, c'est super, ça, purée. Et qu'est-ce qui est attendu des élèves avec cette nouvelle matière? Est-ce que tu peux nous donner un exemple de thème qui sera abordé? Alors, je vais en donner 2-3 pour histoire de situer. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais on va rester sur... Ah oui, on me lâcherait plus, ceux qui me connaissent savent que je pourrais parler des heures. Donc, mais on va juste parler pour la P3, P4, puisqu'on est dedans cette année. Et donc, il y aura toute la découverte des outils et moteurs de recherche en P3 et P4, recherche en ligne, mais aussi recherche sur son ordinateur, dans un document PDF, par exemple. On va aller en 3e année toujours sur la production d'un contenu médiatique simple. Alors quand on dit, et je crois que le mot est important, médiatique, ça veut dire qu'il y a toute une écriture, toute une littératie derrière, et donc on va apprendre aux élèves justement à percevoir toute cette littératie, parce que quand on produit un contenu, c'est pas juste quand on fait une photo par exemple, pousser sur le bouton. Exactement. Il y a toute une écriture évidemment qui est faite quand on produit une capsule telle que celle-ci. Oui, il y a du travail. Et donc c'est important d'amener les élèves à pouvoir prendre conscience de ça, et puis on ira, alors je vais être très rapide, en P4 sur le questionnement de la fiabilité d'une source, parce que Dieu sait qu'on reçoit plein de contenus, et donc avoir les petites ficelles que pour questionner cette fiabilité, alors pas juste, on n'ira pas jusqu'à dire c'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas on va se poser des questions. Déjà en P4, on va apprendre à organiser ses dossiers aussi. Je sais que c'est souvent, je vais me permettre ce mot, mais le foutoir dans nos ordinateurs. On ne sait pas trop comment retrouver. Eh bien, on va apprendre aux élèves dès la 4e primaire à organiser, à donner des noms spécifiques, faciles à identifier pour les fichiers. Donc ça, ce sera P4. Et pour terminer, en P4, ils vont aussi découvrir le traitement de texte. Ah oui, tout à fait, oui. Mais franchement... c'était un beau programme. C'est une approche qui est vraiment bien réfléchie. Et quelles sont du coup les priorités de ce programme de formation numérique ? Alors, je dirais que la priorité, c'est centré sur la production. Ça, c'est puisque d'ailleurs le référentiel a été conçu comme ça, avec vraiment, puisqu'il y a différents champs, mais le champ de création de contenu traverse vraiment de la 3e primaire à la 3e secondaire. Et l'idée, c'est que on n'apprend jamais aussi bien les choses que quand on les vit concrètement. Et donc, amener les élèves à produire des contenus numériques, à faire de la radio, par exemple, à faire des photos, justement, à créer des vidéos, ça va aussi leur permettre à comprendre que, comme je le disais il y a quelques instants, ça s'écrit, et c'est pas, ces contenus ils ne viennent pas de nulle part. On va vraiment essayer de comprendre ce qu'est le numérique à travers des productions. Et vraiment amener à la réflexion. Alors. Ça, de toute façon, c'est la cible. Donc, on est sur la formation aux médias numériques. Donc, on apporte ce regard critique, réflexif sur les médias. Alors, on ne va pas être sur un discours qui va être juste attention, le numérique, c'est dangereux, c'est pas bien. Il y a ça, évidemment. En 6e, on aura ce volet sécurité. Mais on va aussi apprendre aux enfants en quoi le numérique peut vraiment être intéressant quand il est bien utilisé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations très précieuses sur la formation numérique. Il est clair que ça joue un rôle essentiel dans la préparation de la prochaine génération à réussir dans un monde qui est de plus en plus numérique. C'est une discussion très intéressante et nous sommes ravis d'avoir pu en apprendre davantage sur ce sujet. Merci Marc. Merci Marie. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Et on passe tout de suite à la rubrique de Déborah, la rubrique Bon Plan. Bonjour Déborah. Bonjour Arnaud, bonjour chers auditeurs. Alors Déborah, pour cet épisode sur les formations numériques, pas beaucoup de surprises, tu as décidé de rester dans le thème pour tes bons plans et tu vas nous parler d'un projet européen, Keep in Touch. Le projet se penche sur l'éducation numérique pour les plus jeunes. Alors commençons par le commencement. En quoi consiste Keep in Touch ? Alors Keep in Touch, c'est un projet européen qui vise à combler le fossé dans l'éducation numérique pour les plus jeunes enfants en introduisant des pratiques innovantes.
Tout cela en créant des formations en ligne et du matériel éducatif en open source qui sont destinés aux enseignants, aux éducateurs et aussi aux familles pour renforcer la préparation à l'éducation numérique. Mais ça a l'air très, très passionnant et fascinant, mais peux-tu nous parler des objectifs spécifiques de ce projet ? Oui, bien sûr. Les objectifs de Keep in Touch sont multiples. Alors, premièrement, c'est former les enseignants et les éducateurs de la petite enfance pour développer leurs compétences pédagogiques numériques. La méthodologie encourage également la participation des parents dans le processus d'apprentissage, quand cela est possible évidemment. Et de plus, Keep in Touch cherche à faciliter les parcours éducatifs en fournissant des outils qui sont abordables pour les enfants de 3 à 6 ans. Enfin, il promeut la collaboration entre tous les acteurs de l'école en développant les lignes directrices européennes pour l'éducation aux médias et à l'ère numérique. Ok, merci. Et tu peux aller un petit peu plus loin en nous donnant par exemple des exemples justement d'activités menées dans le cadre de ce projet ? Oui, certainement. Keep in Touch est actif sur le terrain. Au cours de la première année du projet, plus de 200 éducateurs de jeunes enfants dans les 5 pays partenaires ont été formés et ils ont contribué à la création de modules d'auto-formation en ligne. De plus, 52 ateliers numériques en collaboration avec 174 éducateurs de 45 écoles maternelles ont été développés et ces ateliers ont été expérimentés avec plus de 1500 enfants de 3 à 6 ans. Alors, 40 de ces ateliers numériques ont été sélectionnés pour être adaptés, traduits et inclus dans le kit d'activités numériques de Keep in Touch. Un kit numérique très bien pensé, détaillé, illustré et téléchargeable gratuitement sur le site de Keep in Touch, ainsi que les modules d'auto-formation pour les enseignants et les éducateurs des enfants de l'école maternelle. Enfin, il y a aussi un livret qui est destiné aux familles et qui offre des conseils sur l'usage responsable des outils numériques chez les tout-petits. D'accord. Et tout ça gratuitement aussi, l'outil pour les familles, je suppose ? Oui, tout ça gratuitement. D'accord. Merci Déborah pour ces informations détaillées sur le projet Keep in Touch. On est impatient de voir comment ce projet va évoluer et continuera à faire une différence dans l'éducation numérique pour les plus petits. Allez, on passe au bon plan suivant. Là, tu nous plonges dans le monde de la littérature de jeunesse avec un livre au titre spécial et tu vas nous en dire plus parce qu'on est très curieux de savoir un peu ce qui se cache derrière L'attaque des slips tueurs d'Élise Gravel. Oui, c'est une autre petite pépite. Imaginez que des slips prennent vie et commencent à semer la zizanie dans une petite ville. Ou peut-on croire à l'invasion de scorpions dans les toilettes? Ou bien connaissez-vous les prétendues vertus des cacahuètes et du shampoing? Attends, moi je ne te suis pas. De quoi il est question? En fait, dans cette BD, c'est une BD documentaire et humoristique. Élise Gravel, avec son écriture qui est dynamique et drôle et ses illustrations colorées et attachantes, nous informe et nous sensibilise à la problématique des fake news, au fait. Alors, qu'est-ce qu'une fake news? Depuis quand existe-t-elle? Qui les invente? Pourquoi est-ce que c'est dangereux pour la santé, pour la planète, pour les démocraties? Et pourquoi est-ce qu'il est si facile d'y croire, Donc, comment vérifier si une information est fiable? Donc, autant de questions pour s'informer, au fait, sur la désinformation. D'accord, c'est plus clair et en effet, oui, c'est vrai que c'est un aspect des choses qui est très important actuellement, tout ce qui est fake news et vérification de l'information. Mais donc, à qui le conseilles-tu? Quelle est la tranche d'âge qui est visée ici par cette attaque des slip tueurs? Alors, l'attaque des slip tueurs est à mettre entre vraiment toutes les mains des utilisateurs des réseaux sociaux et même des médias. À partir de 8 ans, j'ai envie de dire sans limite d'âge, pour l'avoir lu et faire lire quelques adultes. Ils ont bien apprécié l'humour d'Élise Gravel, qui en même temps, ça reste quand même une BD assez sérieuse sur un sujet qui permet de toucher toutes les générations à cette problématique et de renforcer son esprit critique et de démêler le vrai du faux. Donc c'est une lecture divertissante et très utile qu'on peut retrouver aux éditions Milan Jeunesse. Parfait. Donc, est-ce que tu as encore envie? Je pense que tu viens encore avec un dernier bon plan dans ta hotte. Oui, un petit dernier. Donc, Luc de Brabander, dans l'entrée libre du mois d'octobre, nous disait combien il était important pour les enseignants d'aller voir ou s'informer les jeunes en parlant de TikTok. Et dans le magazine Okapi destiné aux enfants de 10 à 15 ans, le dossier Science du mois d'octobre a pour thème « Comment TikTok captive ton cerveau ?» dont on peut retrouver le lien dans le descriptif de l'épisode. C'est ça, donc on est face ici à une belle opportunité de parler
de TikTok, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, parfois en bien, j'ai envie de dire souvent en moins bien, donc c'est vraiment une belle occasion de pouvoir en parler avec ses élèves. Oui, ici on découvre à travers le dossier l'application et son fonctionnement, et surtout au fait les impacts que cela a sur nous et sur notre manière de fonctionner et de réagir quand on utilise au fait cette application. Donc c'est interpellant, très intéressant, avec des petits conseils aussi très précieux aux utilisateurs de l'application pour ne pas se laisser déborder par celle-ci. Eh bien, merci beaucoup Déborah pour cette très belle série de bons plans encore. Tu l'as dit, mais on peut toujours le rappeler, c'est jamais inutile, que tout ce dont tu viens de parler se trouve dans le descriptif de l'épisode. Vous y retrouverez tous les liens. Oui, avec plaisir, et donc à dans 15 jours pour d'autres bons plans. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Rebonjour à toutes et tous et bon retour dans cet épisode 100% numérique de l'heure de fourche. 100% numérique, car après les bonnes pratiques, les formations et les projets menés dans l'enseignement fondamental, on va explorer un autre projet numérique global. Baptisé Virage numérique, il permet aux écoles, mais aux secondaires cette fois-ci, de se lancer à pleine vitesse dans la transformation numérique des apprentissages. Gérald, à toi la parole. Mais merci Arnaud pour cette intro, et comme tu l'as bien teasé, on va en effet se tourner vers ce projet du virage numérique. Pour nous en parler, on accueille ni plus ni moins que Josette Marie-Houben, responsable de ce projet. Elle coordonne également les conseillers technopédagogues de la direction de l'enseignement secondaire du CEGEC. Bonjour Josette Marie. Bonjour Gérald. On va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux un peu nous présenter dans les grandes lignes tout d'abord ce projet du virage numérique, depuis quand est-ce qu'il est en place et quelles écoles, surtout peut-être quel réseau ou quel type d'enseignement peuvent se lancer là-dedans? Oui, mais au départ, tu vois, ce projet s'appelait Rentrée numérique. Il a été lancé en 2019 par l'ASBL Edukit, avec qui nous avons travaillé depuis 2020. Et voilà, depuis cette année, on est tout seul dans le réseau pour assumer ce projet. En fait, il s'agit de l'implémentation du modèle 1 pour 1 dans les écoles, c'est-à-dire que chaque élève a une machine, soit un PC, soit un Chromebook en général. C'est du matériel uniforme, portable, dont la gestion est centralisée à distance et où le travail se passe en ligne. Toutes les écoles secondaires peuvent prétendre à ce projet, qu'elles soient de l'ordinaire, des CFA ou du spécialisé, forme 3 et forme 4. Oui, c'est important de préciser, je pense. Ouais. Exactement. Donc il y a le modèle ici de 1.1, tu l'as dans les grandes lignes. L'idée, c'est quoi? C'est un peu comme à l'époque des cours de géo, de se dire on a un atlas qui est le même pour tout le monde, le même référent, le même matos, etc. Voilà, c'est ça. Tout le monde a la même calculatrice, tout le monde a le même ordinateur. Ça diminue les difficultés pour le prof de gérer des machines qui sont différentes. Et puis ça permet aux élèves aussi un apprentissage des compétences numériques en classe, parce que c'est vraiment ça l'objectif, d'utiliser l'ordinateur en classe, ni toujours ni jamais, mais régulièrement, pour apprendre les compétences numériques et aussi pour soutenir les apprentissages disciplinaires et transversaux. Mais justement, quels sont les objectifs principaux de ce projet? Alors, les grands, on les connaît, mais voilà, est-ce que tu peux un peu les expliquer brièvement? Mais comme je viens de le dire, l'idée c'est que le monde scolaire en fait rentre dans le numérique d'aujourd'hui et que les élèves puissent appréhender et exercer les compétences numériques, parce qu'on a vu lors du Covid que ce sont des compétences qui sont devenues incontournables et que beaucoup d'élèves ne les maîtrisent pas. Ils maîtrisent le GSM, mais ils ne maîtrisent pas les compétences de la suite bureautique ou de la critique de l'information ou de l'identité numérique. Et donc tout ça fait partie des apprentissages d'aujourd'hui. Justement, tu parles du Covid. Est-ce qu'il y a eu un effet Covid? On sait qu'il y en a eu dans pas mal d'écoles avec l'utilisation beaucoup plus intensive du numérique. Est-ce qu'il y a eu un effet dans ce projet en particulier? Alors très certainement, ça a boosté l'utilisation du numérique dans l'enseignement. Je pense qu'on a avancé d'un bon pas, je vais dire grâce au Covid malheureusement. Oui. Pour moi, il y a deux leçons à en tirer. La première, c'est que le numérique est devenu un ingrédient essentiel, mais aussi que c'est la relation pédagogique qui favorise les apprentissages. Et donc, c'est le professeur qui va vraiment, dans son action pédagogique, rendre le numérique comme une plus-value aux apprentissages. Voilà peut-être un peu ce qu'on pourrait dire pour la théorie. Oui. On va passer à un peu de pratique. Je crois que ça va en intéresser plus d'un, justement. Mais qu'est-ce que doit faire une école pour prendre part, finalement, au projet Virage numérique ?
Alors pour prendre part au projet, il suffit de nous contacter, donc soit rentrer une demande d'accompagnement via le formulaire en ligne ou bien me contacter directement ou un de mes collègues en diocèse. Ok, tout simplement. On mettra toutes les infos, on va le rappeler encore à la fin, mais toutes les infos seront dans la description du podcast. Alors pour le projet en lui-même, alors c'est un projet en 2 étapes et 7 phases. Oui. Est-ce que tu peux un peu les détailler, préciser pour les écoles combien de temps elles prennent, vas-y, grosso modo. Alors grosso modo, donc en fait, il y a effectivement deux choses, la préparation et puis la mise en œuvre du projet. Alors dans la préparation, il y a toute une phase d'information. On informe les PO, les directions, les parents, les profs. On fait un état des lieux aussi, surtout de l'état de la situation numérique dans les écoles. On essaye de développer une vision et de la construire avec tout l'environnement culturel et les projets éducatifs et pédagogiques de l'école et les lier aussi aux objectifs spécifiques du plan de pilotage. C'est important en fait d'inscrire ce projet dans la systémique de l'école, voir aussi le choix des machines, ce qu'il y a déjà là et comment on peut améliorer et booster ce qui existe. Et puis alors il y a toute une série de choses plus techniques aussi, donc la configuration de la console, l'achat et l'enrôlement des machines, la distribution des machines aux élèves, et alors un gros volet formation des enseignants, soit sur des formations des ateliers qui concernent la plateforme de l'école, des ateliers disciplinaires ou des ateliers transversaux. Et alors il y a toujours un conseiller technopédagogue référent de l'école qui assure une permanence ou des mini-ateliers, donc suivant les besoins. On s'adapte en tout cas à chaque école. Le projet en lui-même, il prend bien 2 ans. Au départ, on avait prévu 1 an et demi, mais on se rend compte que ce n'est pas assez. Et que les écoles ont besoin de temps, en tout cas pour installer ces nouvelles pratiques. Oui, c'est ça. Il faut toujours peut-être prendre un peu plus de temps pour être sûr que ça s'imbrique bien. Et voilà, donc 2 ans, en tout cas pour les écoles, il faut savoir avant de se lancer. Alors, j'avais lu un petit peu quelques infos avant. Il y a quelques conditions, effectivement, on peut passer au matériel. Est-ce que tu peux un peu les lister, ces conditions pour prendre part au projet ? C'est très important. Donc, la première, en fait, c'est le Wi-Fi. Il faut bénéficier d'un réseau Wi-Fi performant. La deuxième, je dirais, c'est avoir une vision numérique qu'on communique à l'ensemble de l'école. Comme je le disais tout à l'heure, que ça s'inscrive vraiment dans le projet pédagogique, dans la culture de l'école, dans le soutien aux projets qui sont déjà dans l'école. La troisième condition, c'est qu'il faut une cellule numérique en interne. Donc, ce sont 1, 2, 3 irréférents, des professeurs volontaires qui gèrent le projet en interne et qui le pérennisent. Il faut former les enseignants et il faut surtout aussi que tout le monde s'implique. D'ailleurs, en début de projet, il y a un vote et il faut que 70% des enseignants adhèrent au projet. Et alors, il y a évidemment l'aspect matériel où il faut donc chaque école, mais maintenant, je pense que tout en ont une plateforme éducative. Il faut des classes avec des projecteurs et alors acheter les PC, les Chromebooks. Mais justement, j'allais y venir au matériel. Le fondamental, forcément, c'est les ordinateurs. Est-ce qu'il y a des aides ou des services qui sont proposés pour le CEGEC dans ce cadre? On peut penser notamment à la centrale de marché, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres, tout simplement. Alors, déjà, il faut savoir que la Fédération Wallonie-Bruxelles octroie 150 € à chaque élève du secondaire pour l'acquisition d'une machine. Et il y a aussi un fonds de solidarité pour les élèves fragilisés qui ne pourraient pas se procurer, malgré les 150 €, donc une machine, et qui permet alors aux écoles d'acheter du matériel qu'ils prêtent aux élèves. Au sein du CEGEC, c'est vrai que tout le monde est impliqué, donc non seulement toute la CSA avec les conseillers au pilotage disciplinaire et les conseillers technopédagogues, mais aussi au CEGEC, on a Geoffrey Van Pembroek du service juridique avec qui on a beaucoup d'échanges et qui s'occupe justement de la récupération de ces 150 € et de tout ce qui est administratif par rapport au fonds de solidarité ou à comment communiquer avec les parents. Et avec l'administration, il y a Éric Dussard qui s'occupe du RGPD, de la sécurité, à qui on peut s'adresser aussi pour avoir un DPO, un délégué à la protection des données en école. Et alors, il y a effectivement la centrale des marchés. Et Yolande Guillain est un bon soutien pour ce projet. Oui, tu en as parlé du RGPD, de la sécurité. Pour une école, avoir tous le même matériel pour les élèves, pour les enseignants, ça permet aussi de faciliter grandement tout ce qui est sécurité, les gestes
gestes, justement, les bons gestes finalement. Oui, tout à fait. Mais il y a plusieurs aspects dans la sécurité, mais il y a le fait que c'est des plateformes sécurisées, donc que ce soit Microsoft, Google ou d'autres, ce sont des plateformes éducatives et donc qui sont beaucoup plus sécurisées que des plateformes privées. Et effectivement, il y a toutes des chartes, il y a toutes des lignes directrices à respecter pour que la sécurité soit assurée. Alors, le projet, tu avais parlé de 2019, le tout début, il a évolué depuis. Est-ce qu'on sait combien d'écoles qui se sont lancées, évidemment, dans ce projet ou qui sont en cours Alors, dans notre réseau, je peux dire qu'à la fin de cette année, on pense arriver à plus de 60 écoles, donc ça fait 20% des écoles secondaires de notre réseau. C'est déjà pas mal parce que voilà, c'est quand même un accompagnement. Maintenant, ça, ce sont des écoles qu'on a accompagnées. Il y en a peut-être qui se sont mises au projet 1 pour 1 toutes seules et bravo parce que c'est un challenge, mais c'est aussi de belles réussites, vraiment. Oui, tout à fait, c'est ça. Finalement, le but, c'est d'amener toutes les écoles vers le modèle 1 pour 1. Le projet Virage Numérique leur permet d'y aller avec un accompagnement. Si elles se lancent toutes seules, c'est aussi une aventure, etc. Mais il faut pouvoir le faire. Tout à fait, oui. Et ce qui est vraiment important, je le souligne, c'est la formation des enseignants. C'est vraiment eux les chevilles ouvrières, c'est eux qui sont en classe avec les élèves et qui assurent donc ces ateliers, ces activités numériques en soutien aux apprentissages. D'où le 70% d'approbation finalement pour pouvoir se lancer là-dedans. Exactement. Ok. Peut-être une dernière question assez classique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, je sais bien que tu m'as glissé avant qu'il y avait une certaine date dont il fallait parler. C'est peut-être l'occasion. Effectivement, donc il y a un événement que nous avions organisé l'année passée que nous renouvelons. Donc, le 26 mars 2023, au CME à Charleroi, nous organisons la 2e journée du virage numérique où les directions, les e-référents et même les enseignants peuvent rencontrer tous les acteurs autour du numérique et du virage numérique notamment. Donc voilà, le 26 mars, c'est ça? Le 26 mars, oui, c'est à noter dans les agendas. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup pour toutes les infos, Josette Marie. Merci à toi, Gérald. Moi, de mon côté, il me reste à vous dire merci. Merci d'avoir encore été des nôtres dans l'heure de fourche. Alors, on vient de franchir la barre des 400 abonnés. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on l'a lancé il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est pas mal. On progresse. Et donc, au nom de toute l'équipe, cette fois, je vous dis encore merci. N'hésitez d'ailleurs jamais à partager les épisodes entre vous, entre vos collègues, dans la famille. Ça peut intéresser un peu tout le monde. Et nous, on se dit déjà à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'heure de fourche. D'ici là, portez-vous bien. Salut! La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.